Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. On va passer le reste de la matinée ensemble. Et je vais commencer par accueillir, présenter succinctement nos quatre intervenantes, intervenants, témoins qui vont nous permettre de prolonger la discussion déjà amorcée en rentrant, j'allais dire, dans les disciplines, dans une diversité de disciplines, puisque vous allez le voir, nos quatre panélistes proviennent de quatre champs disciplinaires différents. Alors, je vais commencer avec Paola et je vais finir avec Paola, puisqu'on a deux Paola, ça va être simple cette affaire. Voilà, je vais commencer avec Paola, Paola Chinella. Bienvenue Paola, ravi de vous voir en vrai puisqu'on a eu l'occasion de préparer ce petit panel ensemble il y a quelques jours. Paola, vous êtes professeur de mécanique des fluides, ça rappelle des souvenirs à Sorbonne Université. Donc on va avoir l'occasion de parler de mécanique des fluides et de l'irruption de l'intelligence artificielle en mécanique des fluides et ce que ça change votre domaine. Ensuite, on passera la parole à Alessandra Carbonnet. Bonjour Alessandra, ravi de vous retrouver également. Vous êtes biologiste et évidemment, on sait pardon, informaticienne, oui, informaticienne alors oui, informaticienne, mais vous travaillez sur les protéines, la biologie. Donc, on sait qu'en biologie, il y a un fort usage de l'informatique, des mathématiques, des statistiques depuis des années. Donc, vous allez nous expliquer que vient faire l'IA là-dedans, comment ça vient renouveler les pratiques, comment ça vient les transformer assez profondément. Vous avez plein de choses à nous dire à cet égard-là. Ensuite, on se déplacera un petit peu, on passera au champ des sciences humaines et sociales avec Alexandre Geffen. Alexandre, vous êtes directeur adjoint de l'Institut CNRS SHS. Donc, on va passer cette fois aux sciences humaines et sociales et vous nous direz, de votre point de vue à vous, dans le champ des humanités numériques, que vient faire l'IA générative, quelles opportunités elle ouvre, quels risques l'IA générative peut poser dans votre expérience, dans les projets que vous voyez passer. Et puis on terminera à nouveau dans le champ des SHS et à nouveau avec Paola, mais notre autre Paola, puisqu'il s'agira de Paola Tubaro, on terminera avec de la sociologie. Sociologie du numérique, dont vous avez un double regard sur ces questions de numérique, d'IA générative, puisque c'est votre objet de recherche, et puis vous utilisez aussi l'IA générative. Donc, le modus operandi pour ce panel, c'est que je vais vous passer successivement la parole à tous les quatre dans l'ordre que je viens de décrire. Vous aurez une quinzaine de minutes et je vous demanderai de vous tenir au timing, sinon vous aurez des petits panneaux qui s'afficheront pour vous demander de respecter le timing et je serai sans pitié, évidemment. À l'issue de ces 15 minutes, on aura un petit temps d'échange, j'allais dire tous les deux, et puis à la fin de votre série d'interventions, on aura une série d'échanges avec la salle pour revenir sur vos interventions respectives, et puis continuer notre exploration des usages de l'IA générative dans la science, des risques et des opportunités. Voilà pour le menu. Et sans plus tarder, je vais appeler notre première Paola. Voilà, Paola Finella. Bienvenue Paola. Vos slides sont en place. Le chrono va démarrer. Il sera impitoyable. Je vous laisse vous installer et on vous écoute. Merci. D'accord, merci. Donc, merci pour cette invitation. Donc oui, effectivement, je vais vous parler de comment l'intelligence artificielle, même si maintenant plutôt le machine learning, entre le machine learning et l'intelligence artificielle, change les pratiques en mécanique des fluides. Alors, je vais commencer par expliquer pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la mécanique des fluides. En fait, c'est une discipline qui se trouve un peu au carrefour entre la physique, les mathématiques appliquées, l'informatique ou enfin la métrologie, selon qu'on fasse de la mécanique des fluides expérimentale ou numérique, et l'ingénierie. C'est quelque chose qu'on retrouve dans énormément de systèmes qui peuvent aller de l'aéronautique. Il faut savoir qu'historiquement, les laboratoires de mécanique des fluides en France ont été introduits après la Première Guerre mondiale pour développer l'industrie aéronautique. Donc, il y a une forte empreinte de l'aéronautique en mécanique des fluides. Mais ça peut concerner également tout ce qui est système géophysique, donc par exemple l'écoulement des masses océaniques, ou pourquoi pas même mouvement à l'intérieur, par exemple du manteau, ça peut être étudié à partir de mécanique des fluides, application en médecine. Par exemple, je fais des exemples d'écoulement étudiés à l'intérieur du cœur ou des vaisseaux sanguins ou des poumons. On peut imaginer des choses comme ça. Donc, c'est l'étude du mouvement des fluides sous l'effet de force, changement de température, changement de concentration, de salinité, des choses comme ça. Donc, on peut aborder. Donc, c'est des problèmes qui, par leur nature, sont fortement non linéaires et donnent lieu à des dynamiques multi-échelles.
Donc, vous avez un exemple sur la figure qui est en haut à droite, par exemple, c'est une simulation numérique de l'écoulement autour d'un train d'atterrissage d'un avion. Vous voyez que dans l'écoulement, il y a des grandes structures, des grands tourbillons, des nappes qui s'enroulent, qu'on peut détecter, mais qui, à leur tour, sont composées de structures beaucoup plus petites et qu'il y a toute une cascade de ces structures. Et pour des écoulements d'intérêt typique en ingénierie, cette cascade peut recouvrir plusieurs ordres de grandeur de taille, ce qui implique des difficultés en termes de simulation numérique. Évidemment, on n'est pas capable de donner une solution analytique de la totalité des phénomènes qui apparaissent dans cet écoulement, mais même d'un point de vue expérimental, parce que l'expérimentateur doit être capable de mesurer des grandes échelles jusqu'aux toutes petites échelles, et en générant, bien sûr, une masse considérable de données si on cherche à résoudre toutes ces échelles dans leur ensemble. Donc, comme je disais, il y a deux grandes approches aujourd'hui. Alors, dans le passé, il y a eu beaucoup de mécanique des fluides théorique, mais qui est limitée forcément de par la nature non linéaire des équations de la mécanique des fluides à des problèmes simplifiés. Donc, aujourd'hui, les approches les plus utilisées sont la mécanique des fluides numériques, notamment tout ce qui est simulation haute fidélité. Alors, ce qu'on entend par simulation haute fidélité, c'est des simulations qui, justement, cherchent à représenter toutes les échelles, d'accord, et qui sont extrêmement coûteuses et qui s'appuient lourdement sur du calcul scientifique haute performance et des machines, des ordinateurs massivement parallèles. Par exemple, les ordinateurs qui sont gérés au TGCC, qui est un des centres de calcul gérés par le CEA. Et sinon, il y a la mécanique des fluides expérimentale, dans laquelle on cherche de plus en plus à reproduire tout le détail de l'écoulement, par exemple par des techniques d'imagerie laser qu'on appelle de la PIV, Particle Image Velocimetry, qui aujourd'hui atteignent des résolutions impressionnantes en temps et en espace, et qu'on pourrait presque rapprocher à des simulations. Et donc, le problème, c'est que, évidemment, résoudre toutes ces échelles est extrêmement coûteux, que ce soit par une approche numérique ou expérimentale. Ça demande aussi des équipements extrêmement lourds, extrêmement coûteux, et on pourrait dire également extrêmement consommateurs en empreinte carbone. Et donc, la pratique courante s'appuie sur des descriptions plus basse fidélité, mais qui comportent, comment dire, le filtrage d'un certain nombre d'échelles qui doivent être cependant modélisées, parce que ce n'est pas un problème linéaire, donc elles interagissent sur les échelles résolues, et qui donc perdent une part de la physique qui est donc modélisée. OK. Et c'est là qu'intervient le pouvoir transformatif de l'intelligence artificielle en physique des fluides, parce qu'on pourrait penser de générer des modèles pilotés par l'intelligence artificielle, alors à plusieurs degrés de remplacement, je dirais, des modèles classiques de mécanique des fluides, à une fraction du temps de calcul. Alors, d'un côté, les recherches portent sur le remplacement pur et simple des modèles de mécanique des fluides coûteux ou d'expérience, ou l'automatisation d'expériences de mécanique des fluides coûteuses à l'aide d'émulateurs par intelligence artificielle. Et d'autre part, on peut imaginer de compléter ce qu'on arrive à mesurer ou ce qu'on arrive à modéliser en apprenant des modèles d'IA qui, du coup, rentrent dans la chaîne de modélisation, mais qui ne sont pas le seul mode de modélisation. En fait, ils interviennent sous forme d'un sous-modèle dans un modèle plus large de description d'un système fluide. OK. Donc, ces approches, ces dernières années, ont eu des progrès assez spectaculaires. Et je dirais que l'exemple le plus connu et qui a fait le plus de bruit dans la presse, etc., c'est les avancées majeures en météorologie et modélisation du climat, mais surtout en météorologie, grâce à l'introduction d'algorithmes qu'on appelle des opérateurs neuronaux qui, en fait, permettent de remplacer les grands modèles de météorologie et de décrire d'une façon extrêmement précise et à une fraction du temps de calcul, la circulation atmosphérique sur la planète, et donc de faire des prévisions météorologiques en changeant régulièrement, éventuellement, les conditions initiales ou les termes sources qui seraient, par exemple, des émissions de température dues à des incendies ou des phénomènes particuliers.
Donc, il y en a plusieurs de ces modèles. Donc, le plus connu, le premier, c'était proposé par NVIDIA, donc c'est ForecastNet, mais il y en a actuellement d'autres, GraphNet ou Aurora, qui est proposé par Microsoft. Donc, vous avez quelques images à côté. Alors, ils sont relativement précis, alors pas très précis, mais quand même assez précis. Donc, ils arrivent à une précision de l'ordre de 0,25 degrés, qui correspond à peu près 25 km. Donc, c'est de la moyenne échelle, et avec un coût de calcul incroyablement faible par rapport aux modèles de météorologie qui, eux, doivent tourner sur des machines massivement parallèles. Donc, on parle de facteurs de réduction de l'ordre de 1000. Donc, aujourd'hui, on peut aller sur Hugging Face, télécharger un modèle de météorologie préentraîné et l'installer sur son PC pour se faire ses prévisions météo à la maison. Donc, c'est incroyable. Et ça a déchaîné une espèce de révolution dans tous les laboratoires et les services qui faisaient de la météorologie, qui développaient depuis 40 ans ces grands modèles de météo basés sur la résolution des équations de la mécanique des fluides et en allant peaufiner les petits modèles d'interaction atmosphère-océan ou je ne sais pas trop quoi, parce que aujourd'hui, ces systèmes-là arrivent à avoir sur ces échelles des précisions tout à fait comparables aux grands modèles de météorologie. Donc, ça interroge vraiment le rôle du chercheur en météorologie. Alors, pourquoi ça a marché? Alors, il faut quand même dire que sur ces problèmes-là, on regarde un seul objet, qui est la planète Terre, qui ne change pas à des échelles très rapides. Et donc, sur cette planète, on a pu bénéficier de données historiques et, aussi de simulations numériques et mesures extrêmement détaillées accumulées depuis les années 50. Donc, ça a permis d'entraîner ces modèles avec des masses très importantes de données, toujours sur le même objet, qui est la planète Terre. Mais la mécanique des fluides ne s'arrête pas à l'étude de la planète Terre. Et donc, qu'est-ce que ça peut donner pour d'autres problèmes plus diversifiés? Et donc, par exemple, aujourd'hui, il y a tout un effort pour se servir de la mécanique des fluides comme soutien, comme appui à l'apprentissage et à l'identification de phénomènes physiques comme mécanique des fluides, mais dans des systèmes extrêmement disparates. Par exemple, on peut imaginer d'utiliser de l'intelligence artificielle pour reconnaître des structures et des phénomènes physiques à travers, soit à l'intérieur d'un même écoulement, soit à travers plusieurs écoulements. Un premier exemple, c'est le système de Lorentz, qui est encore une fois tiré de la météorologie. C'est une version simplifiée de circulation. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez imaginer d'utiliser des techniques d'intelligence artificielle non supervisée pour faire du clustering, donc pour séparer des zones qui correspondent à des dynamiques physiques semblables à travers un phénomène qui, en soi, a un comportement chaotique, avec des bascules entre deux points d'équilibre, donc des bascules alternées. Donc, vous pouvez reconnaître des dynamiques qui correspondent plutôt à un des lobes, des dynamiques qui correspondent plutôt à l'autre lobe et des dynamiques de passage entre les deux lobes. Tout ça à l'aide de techniques d'apprentissage machine. Et donc, ça guide ensuite les chercheurs dans, par exemple, l'interprétation du comportement du système, dans son contrôle, dans la prédiction de ce qui va se passer à court terme, par exemple, des choses comme ça. On peut aussi imaginer d'utiliser de l'apprentissage machine pour reconnaître des dynamiques communes à travers des écoulements. Par exemple, on sait que près d'une paroi, les effets de la viscosité font qu'il y a des dynamiques particulières, qu'on appelle des dynamiques de Couch-Schmidt, qui se génèrent. Et donc, on peut imaginer d'alimenter des systèmes d'IA pour reconnaître des dynamiques de type Couch-Schmidt, ce serait la première image, des dynamiques de type sillage, donc par exemple ce qui se passe derrière un corps, c'est la pointe que vous voyez là, ou des dynamiques plus complexes où vous avez par exemple une marche avec un écoulement qui va décoller et donc créer une veine d'eau morte derrière la marche. Et ensuite, une fois que vous avez pré-entraîné votre modèle sur une quantité assez suffisamment diverse d'écoulements exemples, vous pouvez dire, maintenant, je vous montre cet écoulement-là, montrer à l'IA un nouvel écoulement et dire, reconnais-moi la couche init, le sillage, le décollement, l'écoulement potentiel qui est l'écoulement où la viscosité a un rôle peu important, etc. Et donc ça permet de, comprendre mieux dans des configurations complexes, ça c'est des configurations relativement simples, comment la physique, comment les équations de la mécanique des fluides, quelque part, se réduisent à des phénomènes physiques plus simples dans des régions particulières de l'écoulement. Et évidemment, ça peut aussi guider le développement de modèles qui sont spécialisés à mieux capter une certaine dynamique physique dans les différentes zones, voire à les contrôler.
Donc, bon, ça marche, mais à condition qu'il y ait quand même un petit peu d'intelligence humaine. Parce que, par exemple, on sait que si j'observe tous ces systèmes en tournant le repère, je ne m'attends pas à ce que la physique change. Mais une IA, en soi, n'est pas invariante à la rotation automatiquement. Donc, il y a toute une série de précautions qu'il faut prendre afin que, par exemple, le système comprenne que les phénomènes sont invariants sous rotation ou sous translation, ou, par exemple, qu'il y a certains effets qui ne sont pas admis par la physique, et donc éviter qu'ils détectent, par exemple, des dynamiques physiques absurdes. Alors, un autre exemple que je peux vous donner, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour, on a dit qu'on ne peut pas résoudre toutes les échelles en pratique, donc on utilise des modèles coarse-grained, on dit, donc des modèles grossiers dans lesquels, par exemple, on homogénise une partie de la physique. C'est-à-dire, au lieu, là, ce serait un écoulement, par exemple, imaginez avec transport de petits sédiments de différentes tailles. On ne va pas pouvoir résoudre toute la dynamique autour de chaque petite particule qui est dans mon écoulement. On va faire des moyennes. Mais ça, ensuite, il faut pouvoir modéliser le comportement induit par la présence de ces particules sur l'écoulement macroscopique, ce qui se traduit par des variables alpha qu'on ne sait pas décrire dans notre modèle homogénéisé. Donc, on pourrait imaginer d'avoir des données provenant d'expériences ou de simulations haute fidélité très coûteuses dont on peut se permettre un nombre relativement limité et les utiliser pour entraîner un modèle d'IA qui, lui, reproduirait ce comportement de sous-maille, donc non résolu dans le calcul, en interagissant avec le modèle macroscopique. Et ça, on peut considérer que c'est une forme de découverte scientifique, parce que quelque part, c'est le travail que les scientifiques ont fait pendant des années quand ils cherchaient à développer des lois constitutives pour des fluides ou pour des matériaux. C'est une partie de l'activité des scientifiques qui, petit à petit, est remplacée par des modèles d'IA qui peuvent être plus ou moins obscurs. Ça peut être un réseau de neurones comme dans le dessin, mais il y a également des modèles d'IA basés sur de l'identification symbolique dans laquelle on découvre des équations. C'est-à-dire qu'on va chercher dans des dictionnaires de termes mathématiques, un peu comme un modèle de langage, on peut aller chercher les termes mathématiques qui sont les plus à même de représenter correctement le comportement. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'à la fin, on a des équations. Et ces équations-là, on peut les interpréter d'un point de vue physique, voire même les analyser en termes de propriétés mathématiques. Par exemple, on peut dire, est-ce que le système, avec cette fermeture que j'ai appris, il est bien posé. Et voilà. Donc, il y a des applications. Et je veille au timing. Pardon ? Je veille au timing, désolé. Ok, d'accord. Moi, j'avais fini. Donc, en tout cas, juste pour dire qu'il y a des applications en ingénierie et que la nouvelle frontière, c'est les grands modèles de langage pour la mécanique des fluides, dans lesquels on peut penser de prendre des modèles de langage et de les raffiner sur des données de mécanique des fluides très diverses. Donc, ça peut être des données, des images, des mesures, des calculs, de la littérature scientifique. Alors, quels sont les challenges ? Les challenges, c'est la non-généralisabilité. C'est le fait qu'on a peu de données en mécanique des fluides, donc on risque d'introduire des biais du fait que les données haute fidélité avec lesquelles on peut entraîner les modèles sont extrêmement limitées, donc le modèle risque d'apprendre des problèmes particuliers. Et donc, il faut sélectionner de manière très précautionneuse les données qu'on utilise pour entraîner ces modèles pour éviter des biais. Et donc, il y a aussi des problèmes de propriété intellectuelle parce que ces données sont souvent développées par des industries ou il peut y avoir des problèmes des données de santé, par exemple, qui sont des données patients. Il peut y avoir des données de potentiel intérêt militaire ou utilisation duale. Et donc, il faut toujours une supervision humaine. Et donc, on peut imaginer dans le futur d'avoir plutôt des assistants AI aux mécaniciens des fluides, mais je ne crois pas, absolument pas, à l'avènement d'un chercheur AI en mécanique des fluides, au moins je l'espère. Voilà. Merci. Merci, Paola.
Merci pour la prise de risque avec cette dernière assertion. Alors, pendant que Alessandra va venir vous succéder, j'en profite, vous pouvez y aller, Alessandra, comme ça on enchaînera avec vous directement. J'en profite pour vous dénoncer, puisque vous m'avez dit que vous étiez rédactrice en chef d'une revue, donc on aura sans doute, je pense, l'occasion de vous interroger plus tard sur votre vécu en tant que rédactrice en chef, de ce que change l'IA générative, cette fois sur la partie publication, donc plutôt en aval du processus de recherche. On vous interrogera peut-être sur ça à l'issue des 4 interventions. Et je vais laisser la parole à Alessandra dès que ces slides seront en place, ce qui est le cas. Merci, Alessandra. À vous la parole. On passe cette fois au domaine de la biologie. Vous allez nous parler de protéines. Oui. Donc, merci à vous pour l'invitation et pour me permettre de vous raconter qu'est-ce que se passe dans mon domaine qui a changé complètement, radicalement, depuis quelques années. Donc, et en particulier, ma propre recherche. Donc, ce que je vais faire, d'après l'échange que j'ai eu avec les organisateurs, c'est de vous raconter comment ça a impacté ma propre recherche, en vous donnant quelques questions qu'on se pose aujourd'hui, que je me pose aujourd'hui, et qui vont avec la recherche que je conduis. Ok, donc je suis professeur d'informatique, en fait, pas de biologie, et je viens de maths à la base, et je pense que la façon dans laquelle que j'ai de voir ce changement énorme qui est en train de se passer dans notre société dépend vraiment de ma formation de mathématiques et d'informatique. Et donc, j'essaie de vous poser mes questions dans ce sens. Alors, je dirige aussi le laboratoire de biologie computationnelle quantitative et synthétique, qui est un laboratoire qui travaille vraiment à l'interface entre sciences exactes, donc physique, mathématiques, informatique et la biologie. Donc, ça, c'est mon environnement. Donc, qu'est-ce que je fais dans la vie? C'est de décoder les signaux biologiques à partir de séquences biologiques. Ces séquences que vous voyez là sont des séquences de protéines dans ce cas particulier. Ça peut être l'ADN. Et pourquoi je fais ça? Parce que ce que je veux faire, c'est de comprendre avec ces signaux comment les molécules interagissent à grande échelle, interagissent entre elles et en grand nombre. Donc, si vous voulez, on essaye de trouver des patterns, des motifs, des raisons pour qu'on puisse décider si une protéine interagit avec une autre ou pas. Donc, ma question pour des années, c'était quelles protéines interagissent entre elles dans la cellule. Donc, on a chez l'homme 20 000 gènes qui codent pour des protéines. On peut se dire on a 20 000 protéines. Et ce qu'on voulait faire depuis longtemps, c'est d'essayer de voir comment ces protéines interagissaient et lesquelles interagissaient avec leur partenaire dans la cellule, parce que pas toutes les protéines interagissent avec toutes. OK, donc cette activité commence en 2006 et on s'est posé à ce moment-là cette question, la même question qu'on se pose aujourd'hui, et on utilisait de la modélisation moléculaire à partir de structures protéiques. Comme vous savez, aujourd'hui, l'AI nous a permis d'avoir la possibilité, étant donné une séquence, de construire des structures tridimensionnelles. Il y a eu le prix Nobel cette année. OK, donc on prenait des paires de structures qu'à ce moment-là, on connaissait parce qu'elles étaient cristallographiées, OK, et on essayait de voir si, étant donné deux paires de structures, elles interagissaient ou pas. Il y avait aussi, à ce moment-là, une probabilité qu'on associait à notre déduction. C'est pas que l'IA est la seule qui aujourd'hui vient nous le dire. Toujours, on a parlé de probabilité d'interaction entre structures à ce moment-là. OK, et aujourd'hui, ce qu'on fait à travers l'apprentissage profond, le deep learning, c'est de remplacer ces structures avec des séquences, les séquences associées, et on travaille exclusivement à partir de ces séquences avec les transformeurs qui ont été cités avant. Outil extrêmement puissant, comme vous l'avez bien raconté. OK, donc, mais qu'est-ce que c'était le cadre computationnel de cet effort?
Alors, à ce moment-là, en 2006, entre 2006 et 2013, on avait un projet Sciences ouvertes qui, effectivement, employait l'aide de à peu près 200 000 membres de la World Community Grid qui donnaient leur ordinateur à tout moment de la journée pour nos calculs. Donc, on les a extrêmement exploités, OK? Et sur 3 ans de temps, OK, on a obtenu nos résultats. Je vais vous les indiquer avant, en faisant une comparaison par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans une semaine, avec un cluster de GPU à Sorbonne Université, OK, on fait pareil, mais en fait, on ne fait pas pareil, on fait beaucoup mieux. Parce que ce que se passait à ce moment-là, c'était qu'on pouvait max considérer 2000 protéines, donc pas du tout le génome humain, et les regarder contre elles-mêmes. Donc, 2000 fois 2000 paires de protéines étaient étudiées. Aujourd'hui, on passe à l'échelle du génome humain, 20 000 protéines regardées contre elles-mêmes, toutes les paires, dans une semaine. Alors, vous voyez bien que l'histoire change complètement, OK? On est à l'échelle de l'étude de chacun de vos protéomes, de façon individuelle, ce qu'avant, on ne l'était pas. Bien évidemment, on ne va pas faire des prédictions aujourd'hui, en ce moment, sur chacun de vos protéomes, parce qu'il y a quand même de la précision qu'il faut attendre, mais on n'est pas encore là avec les résultats qu'on a, mais on est en ce moment à cette échelle. Okay? Donc, ça a changé complètement l'histoire. Et il a été dit, surtout, ce que se passe, c'est qu'il y a un changement, je dirais, fondamental de paradigme. Aujourd'hui, on le voit déjà, ce n'est pas dans le futur. On passe de ce concept de modèle, qui est un modèle abstrait de la réalité, conçu pour démontrer, expliquer, prédire, à un modèle qui est basé à l'usage de données qui décrivent, eux, une réalité qui est complètement partielle, parce que ces données qu'on a ne sont pas toutes les données possibles, sont une tranche de données qu'on pourrait même dans le futur recueillir. Okay? Donc, ils nous permettent par contre de découvrir des patterns qui sont inattendus dans un temps de réponse qui est extrêmement rapide, okay? Et qu'on peut finalement utiliser pour prédire. Parce que les prédictions qu'on fait aujourd'hui sont bien plus précises des prédictions que je faisais il y a 10 ans. Donc, oui, l'IA a apporté un changement fondamental de paradigme dans ma façon de faire de la recherche. Par contre, une question qui est très importante, elle a été soulevée déjà, okay, c'est est-ce qu'il faut conserver les deux faces du raisonnement que je vous ai indiqué, modélisation théorique d'un côté ou apprentissage par les données de l'autre. Ce sont deux façons de voir les mêmes problèmes. Ce que se passe, c'est qu'on peut se dire, franchement, okay, on peut se dire, on abandonne les modélisations théoriques, et je vous assure, je vais remplir toutes mes heures de ma vie, okay, le futur direct de mes étudiants fera pareil si on oublie complètement la modélisation théorique et on se concentre sur ce que les données sont en train de nous délivrer. Ça nous occupera tout le temps. OK? Donc, il y a un risque que ce paradigme-là, l'usage des données, prenne toute notre attention. Parce que les effets qu'ils sont en train d'avoir, ces études basées sur les données, sont énormes pour notre société. Donc, je pense par contre, personnellement, qu'on se priverait de connaissances cruciales si on ne développait pas les deux ensemble, comme il a été déjà cité. Donc, je vais vous donner deux aspects, deux observations un peu techniques, mais à mon avis sont importantes pour essayer de comprendre qu'est-ce que se passe dans nos laboratoires. Alors, le premier aspect technique, c'est le suivant. L'IA nous fait changer en fait les données qu'on est en train de manipuler.
Donc, je vous ai parlé de séquences. En fait, les séquences sont des suites de lettres. Vous avez des textes, nous, on a des suites de lettres d'acides aminés. Ce sont les objets réels. On donne une interprétation directe avec des protéines. Mais en fait, ce que déjà on est en train de faire, c'est de ne plus travailler avec les séquences. Je vous ai menti, si vous voulez, avant. Quand je vous ai dit, j'ai remplacé les structures des séquences, je travaille sur les séquences. En fait, déjà, on est en train de remplacer les séquences par ce qu'on appelle embeddings, c'est-à-dire des encodages numériques de la séquence. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la séquence, est une séquence on a fait voir à une machine qui a vu, elle, des millions d'autres séquences, comme ChatGPT a vu des millions de textes ou des textes en anglais ou en français, etc. Donc, nos ChatGPT ont vu clairement des protéines, des séquences protéiques. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces séquences protéiques, ces machines? Ils ont vu, par exemple, cette lettre dans un contexte et ils ont corrélé cette lettre dans son contexte avec cette lettre-là dans son contexte. Si maintenant, je leur donne ma séquence et l'AI voit que cette lettre appartient se retrouve dans la même séquence avec celle-là, dans le même contexte, il va les corréler. Alors, les objets qu'on est en train de considérer sont des objets qui prennent cette séquence et la transforment dans un objet beaucoup plus compliqué, avec plein de caractéristiques, de features, de propriétés qu'on ne connaît pas. On n'a pas d'interprétation sur ces propriétés, mais il encode les corrélations que notre ChatGPT a vues sur des milliers de séquences, exactement comme dans les textes de littérature. Alors, on a des objets augmentés, expertisés, si vous voulez. Exactement comme quelqu'un d'entre vous, un expert, parce qu'il a vu des images de astrophysique toute la vie, il sait de quoi il est en train de parler. D'accord? Donc, sont ces objets-là qu'on utilise. Aucune interprétabilité, par contre. Donc, allons-nous demander à un expert de nous expliquer son expertise sur, par exemple, les images d'astrophysique? Peut-être que oui. Si on lui demande effectivement qu'est-ce qu'il a fait, il va nous raconter qu'est-ce qu'il a fait. Mais en général, on a confiance dans l'expert. Et alors, la question est, avons-nous besoin d'interpréter les résultats d'une architecture d'apprentissage profond à tous les niveaux, ou éventuellement, il y a des niveaux qu'on peut prendre comme corrects, comme souhaitables et comme avec confiance. Deuxième aspect, c'est que l'IA nous permet aussi de vérifier, d'après tout. On dit qu'on ne peut pas voir, mais effectivement, quand on construit des machines, on voit ce que la machine est en train de faire. Pas complètement, mais il y a la possibilité de mettre les mains dans les poids de la machine et extraire en fait de l'information qui nous guide à comprendre comment ces informations de corrélation sont effectivement extraites. En particulier, je vous ai parlé de séquences avec des propriétés associées qui sont codifiées dans ces gros vecteurs. On a des poids, si on les génère, des poids qui sont associés à chacune de ces caractéristiques, de ces propriétés. On ne connaît pas qu'est-ce que c'est la propriété, mais on sait laquelle est important pour notre objet. Donc, le point, c'est que ces poids sont le fruit d'un calcul en général colossal, qui demande plein de temps de calcul et que difficilement est reproductible dans nos laboratoires. S'il sort un calcul de ce genre de laboratoires comme ceux de Google, on n'a pas la possibilité de refaire ces calculs. Et si Google ne nous donne pas les poids, à ce moment-là, nous, on ne peut pas aller interpréter l'objet qu'on a dans les mains. Et c'est la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui.
Donc, les poids constituent une vraie valeur pour l'entreprise. La question est, les poids des modèles doivent-ils être rendus publics ou non? Est-ce qu'on peut légiférer sur ça? Hein? Mais ça, c'est important. Je ne sais pas combien de temps j'ai. J'aurai 2 petits commentaires. 1 minute. OK. Donc, je vais avec mon premier commentaire et le deuxième. Donc, le premier commentaire, c'est comment communiquer les résultats. Je pense que c'est un problème qu'on doit se poser aujourd'hui et dans le futur. Je pense qu'on aura des résultats, on a vu pour la météo, mais on aura des résultats qui sont de temps en temps sensibles et qu'il faudra accompagner. Il y en aura beaucoup qui vont sortir de nos travaux. Je cite ce travail de Alpha Sense, de Google de nouveau, OK, qui a fait sortir dans des bases de données qui sont très médiatisées, ils ne sont pas seulement pour les chercheurs, n'importe qui peut accéder, des informations concernant les niveaux de pathogénicité de n'importe quelle mutation dans votre génome. Alors, je pense que toutes ces données, je dois le mettre en clair, doivent être rendues publiques, bien évidemment, il n'y a pas question. Okay? Mais il faut, je pense, les accompagner, surtout quand les sites sont très médiatisés. N'importe qui peut aller dans ces sites, voir qu'il y a une mutation, voir que le niveau de mutation est pathogénique. Okay? Il ne comprend pas qu'est-ce que cela signifie, avoir une mutation avec un effet de ce genre, parce que c'est complexe, parce que tout ça doit être accompagné par des généticiens, etc., doit être expliqué aux patients. Et aujourd'hui, par contre, tout est libre. OK? Et je pense que ces sites devraient accompagner les lecteurs. OK? Et je pense que c'est un point très important que, au moins, pour moi, reste vraiment fondamental par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et j'ai une toute dernière slide, si j'ai demi-minute. Et donc, c'est là. Je pense qu'on a parlé de mécanismes de raisonnement, ils seront développés. En fait, ce que je pense, c'est que ces machines qu'on a aujourd'hui sont des machines qui sont en train d'être capables déjà de reproduire ou de créer des données qui sont absolument indistinguables par rapport à ceux qu'on connaît. Je pense que le point fondamental dans le futur, c'est la création de la définition de machines, donc qui crée des objets plus complexes. Et je pense que c'est la construction de ces objets plus complexes, à haute dimension, etc., qui nous permettra d'implémenter ce que en général, on étiquette avec ce mot imagination. Et je pense que l'imagination humaine, désolée pour avoir éventuellement des points de vue différents, mais je pense que l'imagination humaine, il faut encore la définir bien. Et je pense qu'une machine va sans problème y arriver, seulement si elle va nous présenter des objets complexes. Et donc la question est, si une machine peut imaginer à ce moment-là, est-ce que reste propre à l'esprit humain, cette idée d'imagination, est-ce qu'il y a autre chose, etc. Est-ce que ça nous intéresse vraiment? OK. Personnellement, je vous assure, ça ne m'intéresse pas. OK. Mais ça, c'est mon avis et je voudrais terminer comme ça. Merci, Alessandra. Pendant qu'Alexandre s'installe, moi j'ai relevé aussi un certain nombre de points communs entre votre propos et celui de Paola. On voit bien, vous avez parlé de changement de paradigme, hein, c'est vraiment quelque chose qui vous est très commun, un changement de paradigme, rapport entre les données, la théorie, les allers-retours entre les deux. Prise de risque aussi, Alessandra, hein, sur un petit pari à la fin. Voilà. Je vous propose qu'on aille voir maintenant ce qui se passe du côté des humanités numériques. Est-ce que le constat est similaire? On sait que les pratiques, évidemment, sont différentes parce que la nature des données est différente. Alexandre, comment est-ce que vous voyez toutes ces évolutions, tous ces changements de pratiques dans le champ des sciences humaines et sociales?
Merci beaucoup. Je vais d'abord vous parler comme chercheur, puis ensuite je vous dirai quelques mots comme directeur adjoint scientifique d'un des 10 instituts du CNRS et comme membre du comité de pilotage du centre IA du CNRS, le centre ECAI 2SAI. Alors, comme chercheur, moi je viens de la littérature, j'ai croisé l'IA de deux manières. La première manière, c'est du côté, effectivement, ce que vous avez nommé, les humanités numériques. Il y a une dizaine d'années, j'étais à Stanford dans un laboratoire qui faisait de la statistique textuelle et on a vu arriver les premiers outils qui permettaient de passer d'outils statistiques traditionnels au machine learning. On commençait à faire ce qui sera en fait les ancêtres des grands modèles de langage, à savoir travailler en fait le plongement des mots, l'analyse de la signification des mots conçus comme des vecteurs de sens qui permettaient déjà d'analyser les textes un petit peu différemment, de les résumer, on pouvait classer des textes, on commençait à faire toute une série de tâches avancées, on avait des logiciels qui portent des noms qui vous rappellent peut-être quelque chose, comme BERT, hein, qui était un des premiers logiciels de NLP, d'analyse du langage naturel, et qui déjà ont fait faire aux humanités numériques un grand bond. Alors, c'est peut-être pas de l'IA. Alex disait que maintenant, on n'a pas le droit d'appeler le machine learning sans IA générative de l'IA, mais c'était quand même pour nous déjà des choses tout à fait extraordinaires parce que les problèmes d'explicabilité se posaient pour la première fois quand je demandais à des modèles de topic modeling de me classer en fait des textes et que j'avais des classements. Le problème d'explicabilité, c'est la première fois que pour la première fois, je le rencontrais dans mon domaine. Alors, on a continué à travailler là-dessus. Moi, je continue à m'amuser beaucoup avec ce genre d'outils. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, la première version du test de Turing, ça ne consistait pas à savoir si on avait face à nous un robot, une intelligence artificielle ou un homme, mais une femme ou un homme. Et par exemple, là, je fais avec deux collègues une petite expérience qui consiste à voir si on peut prédire le sexe d'un personnage dans un roman, hein, pour savoir si les caractérisations genrées évoluent au cours de l'histoire des idées. On fait ça avec du machine learning. Alors, dans un second temps, ce qui est en train d'arriver, c'est l'impact des IA génératives, hein, qui, elles, ne se contentent pas de faire de la prédiction de tokens, mais sont capables de réaliser un certain nombre de tâches. Ces IA génératives impactent le champ du machine learning de manière tout à fait brutale et tout à fait considérable. Là, j'organise pas très loin d'ici, au Centre Sky, un colloque début juillet sur l'IA générative et les humanités numériques. Et on a toute une série d'impacts qui permet, par exemple, de franchir toute une série de frontières, hein, qu'on n'avait pas encore pu franchir. Un problème très, très classique dans les humanités numériques, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance d'entités nommées, pouvoir dans un texte trouver les noms propres, les lieux, les dates. Et ça, on sait le faire maintenant avec des IA génératives de manière tout à fait efficace et tout à fait formidable. De même, des questions de reconnaissance de paternité, d'influence se font de manière beaucoup, beaucoup plus efficace et avec un empan beaucoup plus large avec de l'IA générative. Donc, vous voyez, le machine learning dans les métiers numériques, c'est pas seulement faire de la reconnaissance de caractères ou d'écriture manuscrite, c'est vraiment pouvoir commencer à avoir des outils d'exploration des textes, de compréhension des textes, hein, tout à fait extraordinaires, qui nous permettent de traiter des textes, non seulement en faisant des calculs, mais en les résumant, les synthétisant, les articulant de manière tout à fait novatrice. Et je vous invite à participer à ce colloque qui aura lieu donc début juillet, si ça vous intéresse. Alors, l'autre côté dans lequel j'ai rencontré l'IA en tant que chercheur, hein, moi je suis directeur de recherche au CNRS à l'origine, c'est l'impact que l'IA a sur l'écriture et les arts. Alors, je ne vais pas vous énumérer toutes les problématiques que j'ai rencontrées avec des auteurs qui se mettent à utiliser des IA pour écrire des textes ou avec des artistes qui utilisent l'IA pour créer des œuvres d'art. Je vous invite à
aller au Jeu de Paume, où je suis l'un des commissaires d'une exposition qui vient d'ouvrir vendredi dernier, qui s'appelle Le Monde selon l'IA. C'est la plus grosse exposition jamais organisée en France, une des plus grosses en Europe, sur l'IA et les arts. Et vous verrez quantité d'artistes qui utilisent de l'IA, des modèles de diffusion pour faire des images ou des GAN pour faire des images et des IA génératives pour créer des textes, écrire avec ces textes. Je vous mentionne cela parce que, en fait, une partie des problèmes d'intégrité scientifique, une partie des problématiques liées à la recherche scientifique, moi, je les ai recroisées en me demandant comment les artistes s'en servent. Les questions d'originalité, de créativité, les questions de droit sont fondamentales dans le champ de la création artistique. Est-ce que entraîner un modèle de diffusion sur des œuvres d'art, c'est les piller? Est-ce que c'est les plagier? Est-ce qu'un artiste qui va co-créer avec un modèle qui lui fait créer de la poésie, qui va ensuite sculpter, pour reprendre l'expression d'un artiste que vous trouverez exposé au musée de Jeu de Paume, est-ce que c'est de la vraie création? Est-ce qu'on manifeste de l'originalité? Toutes ces questions-là, moi, elles me touchent beaucoup, beaucoup. Et depuis plusieurs années, j'ai fait pas mal d'articles et de bouquins sur la manière dont l'IA impacte nos catégories pour juger de l'art. Est-ce qu'on peut encore parler d'art? Est-ce qu'on peut considérer encore qu'on a une spécificité de l'artiste? Est-ce qu'un artiste qui est un prompteur est encore un artiste, etc. Toutes ces questions sont des questions de théorie littéraire, moi, qui me touchent beaucoup et qui m'intéressent beaucoup. Ouais, c'est le deuxième point, le deuxième plan sur lequel les IA génératifs sont devenus un objet de recherche pour moi, à la fois comme outil pour faire un certain nombre de choses en humanité numérique et comme objet de questionnement de nos catégories d'appréhension de la littérature et l'art. Alors, je vais dire un dernier mot rapidement de ce que je fais du côté de l'administration de la recherche, puisque là, je termine mon deuxième mandat à CNRS Sciences Humaines et Sociales, l'un des 10 instituts du CNRS, et j'essaie d'accompagner des équipes qui déploient de l'IA, alors beaucoup évidemment d'outils d'analyse des données qui ne sont pas cette IA au sens où il faudrait maintenant distinguer l'IA générative et le machine learning sans génération. Mais je vois donc beaucoup d'usages avec toute une série de problématiques qui sont tout à fait similaires à celles que mes collègues astronomes ou biologistes traversent, des problèmes de quantité de données, de représentativité de données, d'explicabilité des résultats, de reproductibilité, de falsifiabilité des résultats. Tout ça sont des problèmes scientifiques tout à fait traditionnels, mais je vois, comme on est dans sciences humaines et sociales, beaucoup d'usages qui me semblent assez intéressants à évoquer dans un rendez-vous organisé par un organisme qui s'occupe de l'intégrité scientifique, qui sont les usages personnels des chercheurs dans les laboratoires. Maintenant, je pense que vous ne verrez plus de rapport HERS qui ne soit pas en partie écrit par facilité sans ChatGPT pour gagner beaucoup de temps. Et moi, je vois se développer beaucoup d'usages un petit peu pirates, un petit peu sous-déclarés, un petit peu secrets de l'IA pour résumer, pour construire des argumentaires, pour rédiger des réponses à des appels à projets. Il s'agit ici des capacités des grands modèles de langage à résumer, à argumenter, à nous offrir une rhétorique augmentée, à mimer extraordinairement bien la rhétorique de l'appel à projet. Et ces usages posent vraiment des problèmes qui sont des problèmes autant, je crois, d'intégrité par rapport à ce qu'on va emprunter à d'autres projets que des problèmes peut-être d'assèchement à un moment de l'originalité des argumentations et peut-être de répétition d'un certain nombre de canevas, de modèles, de moules cognitifs un petit peu limités. Et je crois qu'il y a une immense facilité, la possibilité d'une paresse nouvelle dans ces tâches qui saturent la vie des chercheurs, qui sont ces tâches d'argumentation rhétorique, de retour en évaluation. Il y a une immense vraiment
disponibilité de ces outils pour nous faire gagner du temps, hein. Alors, on n'est pas encore capable, moi je m'amuse souvent à tester ça, hein, être capable de faire un rapport de thèse ou un rapport d'HDR avec ça, mais les IA génératifs sont capables de pointer parfois des faiblesses d'un projet, et même si de plus en plus dans les évaluations qu'on a à faire, on est obligé de s'engager à ne pas utiliser d'IA générative, ce sont des outils qui sont capables de détecter un certain nombre de dérives par rapport à ce qui serait au moins un projet scientifique idéal, le fait que le projet soit pas assez concret, le fait que tel aspect soit pas assez développé, etc. Tout ça, ça se fait très bien avec des IA génératives, avec le danger de biais extrêmement discrets, hein, qui vont s'insinuer dans nos manières de penser. Et déjà que les réponses aux appels à projets imposent une normativité dans la manière de penser ce que c'est que la science, cette normativité pourrait être encore rendue plus étroite avec l'emploi d'IA générative pour générer la rhétorique et pour évaluer les projets. Les usages des IA génératives posent aussi des tas de problèmes, puisqu'on peut se mettre à faire du plagiat ou des erreurs sans le savoir, hein, parce que les IA vont halluciner. L'autre jour, je me suis laissé prendre, hein, tout bêtement. J'étais en train de finir à l'arrache la préface d'un collectif, et j'ai utilisé une IA pour résumer un certain nombre de communications qu'il y avait dedans. Et ben voilà, j'ai vaguement retouché mon truc et je l'ai envoyé à mon collègue qui rédigeait la préface avec moi. Il me dit, mais cet article de ce collègue-là, non, non, mais elle ne parle pas vraiment de ça. Et en fait, oui, parce que l'IA générative s'était appuyée sur un article très, très célèbre de cette collègue et avait remplacé ce qu'elle disait plus précisément dans ce colloque, parce qu'elle disait en général dans un article beaucoup plus connu, et donc qui avait un poids, hein, dans le modèle beaucoup plus fort. Donc, je m'étais laissé prendre à ma propre tentation de facilité. Vous voyez donc ces dangers qui peuvent émerger même lorsqu'on a des pratiques très contrôlées. Moi, je fais beaucoup de ce qu'on appelle du RARG, hein, c'est-à-dire j'entraîne des IA sur mes propres textes, sur mes propres articles ou sur des ensembles scientifiques que je contrôle, hein, pour éviter du parasitage, pour savoir ce que je vole, pour pouvoir citer, hein, ce qu'on ne peut pas faire avec une IA générative. Or, la citation, c'est comme la base de la science. Et même en faisant du RAG, on a des dangers, hein, de paresse intellectuelle, de répétition de ce qu'on a déjà fait, de simple innovation variationnelle dans un espace qui est préconfiguré. Donc, je crois qu'il faut vraiment à la fois comprendre la puissance pour la recherche et les biais scientifiques généraux, mais également penser à la manière dont ça impacte nos usages en termes de rédaction d'articles, de revues de littérature, de revues de notre propre littérature et d'évaluation et d'accompagnement des projets. Hein, ces impacts-là, ils sont loin d'être nuls. Le danger d'un appauvrissement et d'une paresse mentale, hein, d'une perte de compétences et d'une perte d'inventivité n'est pas totalement nul. Et je vous le dis d'autant plus que je suis le premier à le faire et à organiser des écoles de formation pour les collègues du CNRS pour qu'ils le fassent aussi. Mais je crois qu'il faut rester vigilant. Voilà pour ces quelques remarques un petit peu plus générales. Merci Alexandre Geffen pour cette intervention un peu en forme d'aveu, hein, mais avec des mots forts quand même. Et en sociologie, alors, Paola Tubaro, est-ce qu'il y a de la paresse intellectuelle? Est-ce qu'il y a des usages pirates? Une discipline où on enquête, donc on va voir ce qu'il en est du côté de votre discipline en termes de collecte, de traitement et de restitution de données. Eh ben, merci beaucoup. Donc, je vais commencer par me présenter un tout petit peu ce que j'ai fait parce que je suis pas sûre que tout le monde connaisse la recherche en sociologie. Et donc, j'avais pensé commencer par vous raconter très rapidement mes travaux récents.
qui porte en fait très largement sur l'IA comme objet économique et social. Donc, pourrait peut-être trouver ça un peu prosaïque par rapport au moins aux discussions qu'on a eues jusqu'ici qui parlent de l'IA surtout en tant qu'instrument intellectuel et scientifique. En fait, en tant que spécialiste des questions sociales et économiques, parce que je suis plutôt formée en tant qu'économiste et plutôt aujourd'hui sociologue de l'économie, je m'intéresse à l'IA comme industrie, comme secteur de production, comme tout autre, comme si c'était le textile ou les chaussures. Et en ce sens-là, je me suis intéressée ces dernières années à l'organisation des entreprises qui produisent l'intelligence artificielle, en particulier par des outils qui sont aussi numérisés de recrutement de travail, de gestion du travail à travers des plateformes. Je me suis intéressée au rôle des humains dans la production d'intelligence artificielle. Et là, je parle surtout pas tellement des ingénieurs et des informaticiens spécialistes, mais surtout, je me suis intéressée au travail un peu caché des annotateurs qui donc, en général, pour des petites rémunérations préparent et enrichissent les données qui servent dans la production d'IA. Je me suis intéressée aux chaînes de production mondialisées de l'IA parce que comme tout produit, on va chercher, on va optimiser les coûts, on va dire. Et puis, j'ai un autre projet qui est aussi en relation avec l'IA, qui porte sur la diffusion de la désinformation en ligne. Et en fait, il est en relation avec l'IA parce que aujourd'hui, une source de désinformation reconnue et très importante, ce sont justement les IA génératives. Et donc, comment en fait détecter non pas seulement les contenus qui sont générés et potentiellement faux ou problématiques, mais aussi les mécanismes qui font en sorte que certains de ces contenus se diffusent et d'autres non. Et donc, dans quelle mesure on va devoir prioriser, par exemple, des efforts les contrer. Donc, juste pour vous donner un peu une idée de mes objets, après, faudrait quand même parler un instant des méthodes, parce que là aussi, c'est peut-être pas familier pour tout le monde. En sociologie, classiquement, on a trois grandes façons de faire. Une première, c'est de récupérer nos données en allant demander aux gens concernés. Et donc, ça peut se faire classiquement soit par des questionnaires structurés, soit par des entretiens où on va vraiment parler avec les gens de manière un peu plus qualitative et recueillir le point de vue, leurs expériences. Une autre manière, c'est de faire des observations. Alors là-dessus, c'est moi devant une petite entreprise de fourniture de services informatiques à Madagascar que j'allais visiter. Et puis, une troisième possibilité, c'est de servir de sources de données secondaires, comme peuvent être, classiquement, ce serait genre les bases de données de l'INSEE ou des grandes organisations internationales, les Nations Unies, la Banque mondiale, selon le sujet. Et alors, tout ça, c'est pour dire que ça fait un moment déjà que ces pratiques-là, ces méthodologies-là se transforment grâce au numérique. Alors, déjà, les entretiens, on peut les faire en ligne avec les outils des visioconférences qu'on utilise par ailleurs pour plein de raisons aujourd'hui. Les questionnaires, on peut aussi les faire en ligne plutôt que sur papier comme on le faisait autrefois. Et ça permet aussi de les enrichir. Donc, l'image en cible que vous voyez au centre en bas, c'était un module que j'avais intégré dans un questionnaire il y a déjà quelques temps pour que les gens puissent, en fait, sous une forme graphique, remplir des informations concernant leur entourage social qui est autour de vous, qui peut vous soutenir dans des situations spécifiques qui étaient au centre de cette enquête et donc rendre la participation au questionnaire un peu plus ludique, un peu plus intéressante. Et donc voilà, à part la rénovation des méthodes classiques, il y a eu aussi, avec la numérisation de nos sociétés, la diffusion d'Internet, de tout cela, la possibilité d'accéder à des données nativement numériques. Et donc, par exemple, l'image
en bas en forme de méduse. C'est en fait un réseau d'une blogosphère. Bon, la blogosphère, ça semble quelque chose de très ancien aujourd'hui, mais ça a été une première entrée pour nous dans ces types de données et dans leur interprétation pour voir, pour en dire quelque chose. Et une autre méthode numérique qui s'est diffusée il y a déjà un bon moment, et pas seulement dans les sciences sociales par ailleurs, c'est la simulation, notamment, mais pas seulement par système multi-agent. Donc, avec l'idée que quand on est intéressé aux effets d'interaction qu'il peut être difficile d'étudier dans un contexte expérimental pour différentes raisons, et ben en fait on peut recréer des sortes d'environnements virtuels avec des agents qui reproduisent des caractéristiques qui nous intéressent, qu'on laisse interagir pour voir dans quelle mesure, enfin quel résultat ça produit, et ça peut être étudié. Ben là, l'image que vous voyez là en haut, c'est tiré d'un modèle qui essayait de comprendre les facteurs influents sur la participation à des mouvements sociaux des rues. Ça peut être étudié pour étudier des phénomènes pour analyser des phénomènes de ségrégation sociale, de participation à des réseaux, différentes choses. Et tout cela, dans le temps, avec l'amélioration progressive des outils, a donné lieu à la naissance d'un courant qu'on appelle les sciences sociales computationnelles, qui inclut la sociologie, mais pas que, où l'idée est justement de tirer profit au maximum des sources d'informations et des données et des outils, en fait, que nous permettent les structures numériques. Alors, par exemple, en ce qui concerne, nous, on avait l'habitude de faire des entretiens avec des gens, de les enregistrer et puis de les transcrire à la main. Aujourd'hui, en fait, avec les outils de transcription automatique, on peut profiter en fait des grands ensembles, des grands corporats des données orales beaucoup plus riches qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on faisait auparavant. L'image que vous voyez là en haut, c'est tiré d'une étude, juste pour donner un exemple, qu'on a fait avec des collègues sur la diffusion de l'intelligence artificielle dans les sciences, justement, et on a pu profiter d'une très grande base de données, des publications scientifiques d'à peu près toutes les disciplines, qu'on a pu donc analyser dans le temps pour voir dans quelle mesure il y a, à partir des principalement de l'informatique, des maths et des stats, c'est diffusé de manière peut-être inégale ou peut-être variée dans les temps, dans les différentes disciplines. L'image d'en bas, c'est un travail qui est encore en cours, en fait, de création d'un score de vulnérabilité à la désinformation qui prend lui aussi en compte des données issues des différentes sources, principalement tirées d'Internet, principalement de plateformes comme Telegram et YouTube, mais d'autres aussi pour aider les professionnels de l'information à plus rapidement repérer les risques. Et donc, ça, c'est juste des exemples pour dire qu'il y a eu un cheminement progressif en sociologie et dans les sciences sociales en général vers le numérique et vers des types de données massives, des types d'outils relevant, si ce n'est pas de l'IA, du machine learning quand même. Et là, donc, dans tout cela, qu'est-ce que ça vient faire, l'IA générative? Et là, il y a une recherche naissante sur les usages possibles qui a montré différents types, enfin, il y a différents types d'applications qui sont sur lesquelles on travaille dans la discipline en ce moment. Une première, c'est annoter des données. Améliorer ou faciliter le codage des données à partir surtout des sources textuelles qui sont celles qui sont majoritairement utilisées en sciences sociales. Et donc, au lieu de coder à la main, comme on le faisait auparavant, à partir de, je ne sais pas, un grand corpus de, par exemple, articles de presse, pour savoir comment les débats autour des questions, d'une certaine question politique a évolué dans le temps.
et ben là, en fait, on peut disposer d'outils d'annotation grâce à l'IA générative qui permettent de traiter des corpus plus larges et à une plus grande vitesse que ce qu'on faisait auparavant largement à la main. Il y a eu tout un tas d'efforts d'application à la simulation multi-agent, celle que j'ai mentionnée tout à l'heure dans sa version plus ancienne. En fait, traditionnellement, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait des agents qui étaient dotés des règles de comportement assez basiques. Genre, en fonction de mon contexte, si j'ai, par exemple, dans un contexte de mouvement, décider où se déplacer dans une rue où il y a une manif en cours, si je suis un adhérent des idées promues par les organisateurs de la manifestation, je vais me déplacer, par exemple, vers des endroits où il y a plus de gens comme moi qui partagent mes idées plutôt que me mettre sur le côté, imaginons. Et donc, on fait évoluer ces gens et on voit comment la foule s'organise à la fin. Ben là, en fait, en remplaçant des agents un peu statiques comme ceux qu'on avait auparavant par des outils, on va dire, alimentés par des IA génératives, on peut les faire évoluer, les faire réagir, faire évoluer leur profil au lieu de les faire obéir toujours à une règle finalement assez simple. Et donc, ça peut nous permettre de modéliser des interactions plus complexes et changeantes dans le temps. Et puis, un autre usage qui suscite un grand intérêt, en fait, il s'intègre assez bien dans la pratique très traditionnelle des questionnaires, parce que je peux faire prétester un questionnaire à des IA au lieu de le faire avec un groupe pilote et ça peut me permettre déjà de l'améliorer. Un questionnaire, on le pilote toujours avec un petit groupe avant de le lancer à une grande population. Et ça peut beaucoup faciliter cette phase préliminaire. Il y a quand même des limites qui ont déjà été constatées et qui apparaissent très fortement. Et en premier, c'est le biais. Alors, le biais, on parle des biais par rapport à l'intelligence artificielle depuis très longtemps, mais ce n'est pas du tout une spécificité des IA génératives. Ces modèles, ils sont entraînés sur certains types de données, certes massives, mais qui viennent en particulier principalement d'Internet et qui donc ne représentent pas de manière égalitaire tous les groupes sociaux. Et donc, si on veut par exemple, quelque chose qui nous représente la société tout entière, faut savoir que les personnes plus âgées ou celles qui vivent dans des zones rurales ou d'autres groupes vont être moins bien représentées. Et donc, on va avoir en fait des résultats qui reproduisent pas, enfin, qui prennent pas en compte ou pas bien leur comportement. Ce qui est une raison cruciale pour laquelle la question que certains collègues s'étaient posée de dire, mais est-ce qu'on peut en fait pas seulement prétester les questionnaires avec les IA, mais passer directement les questionnaires à des IA. Tiens, ce serait super simple et super rapide. Et en fait, non. Et c'est ça la raison principale. Aussi, par leur nature même, les modèles, on vient d'en entendre un exemple d'Alexandre, les modèles peuvent produire des informations qui sont fausses ou peut-être juste pas très correctes. Et ça va s'intégrer dans les résultats et ça peut poser problème d'une manière qui peut être difficile à détecter. Il y a un enjeu également de réplicabilité parce que en fait, tout fonctionne avec des prompts, mais il y a des résultats au moins préliminaires qui montrent que parfois même des très légères variations dans les prompts qu'on propose produisent des résultats assez différents. Et on n'a pas encore une vision complète et claire là-dessus, mais disons plus des alertes en ce sens qu'il faut faire très, très gaffe en fait. Et puis, ces modèles évoluent dans le temps. Et dans la mesure où ils sont contrôlés par des entreprises commerciales qui ne partagent pas toujours tous les détails, les résultats, ils peuvent résulter instables. C'est-à-dire que ce que je trouve aujourd'hui pourrait ne pas correspondre à ce qui ressortirait demain si un collègue essaie de répliquer, même de manière très, très identique, l'expérience.
Et donc, voilà, ça ouvre sur un problème de transparence qui, je pense, s'enchaîne bien sur la prochaine séance. Et puis, donc, pour conclure, donc je suis, pour vous rassurer à ma dernière diapo, alors tout ça, je ne l'ai pas vraiment dit explicitement, mais c'est une recherche qui est très récente, qui est pas encore toujours arrivé au stade de la publication définitive. Il y a beaucoup de working papers qui n'ont donc pas complété toute la phase de peer reviewing, etc., et qui donc sont susceptibles d'évoluer par la suite, ce qui veut dire que ces résultats dont je vous ai parlé jusque-là, il faut les prendre avec un peu de précaution parce que, voilà, ils pourraient changer. D'ailleurs, c'est pas non plus, je parlerai pas non plus du cas, dans le cas de la sociologie, d'un changement de paradigme généralisé. C'est plus, j'ai l'impression au moins que ça se fait davantage dans la continuité et que ça ne concerne pas non plus tout le monde. Je dirais que, je pense sans trop me tromper, que la majorité de mes collègues s'en servent principalement pour l'écriture et que, en fait, ces travaux un peu plus avancés, ça reste l'apanage d'une niche à la diffusion relativement limitée. J'ai essayé de signifier cela en présentant toute cette partie avec juste des mots et pas d'images, comme quoi les images que nous avons jusque-là, je ne sais pas, voilà, combien elles vont résister dans le temps. Mais c'est quand même quelque chose qui est pour moi très, très intéressant, qui rouvre des questions de longue durée dans la discipline. Je pense en particulier aux simulations multi-agents, où il y a eu un débat historique très, très long sur, mais est-ce que on veut en fait des règles de comportement pour nos agents simples pour que l'effet total puisse être attribué uniquement à l'interaction dans l'évolution dans le temps? Ou est-ce qu'on veut enrichir les comportements individuels, mais du coup, ça devient plus difficile, en fait, d'interpréter le résultat final. Est-ce que c'est l'interaction? Est-ce que c'est les individus? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est le temps? Et ça fait résurgir, en fait, c'est les potentialités offertes par l'IA générative rouvrent ces questions. Il y a aussi d'ailleurs des enjeux qui sont davantage, je dirais, de l'ordre de l'éthique que de l'intégrité. C'est-à-dire que si, par exemple, on fait des simulations où on mélange des intelligences artificielles et des humains, ben, en fait, quel risque on fait courir aux humains, de quoi il faut les informer. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours des questions ouvertes sur lesquelles il n'y a pas encore de réponse. Et puis, bon, bah, mes travaux eux-mêmes me font penser toujours au coût humain de l'entraînement des modèles et aux effets d'ailleurs sur l'environnement que la consommation d'énergie qui est liée à l'usage de ces modèles. Et ben, je vous remercie de votre attention. Merci Paola. Quelque chose me dit qu'on va reparler de l'environnement dans le courant de la journée. Alors, changement de la continuité plutôt que changement de paradigme hein, de votre point de vue, mais il y a quand même un certain nombre de mots-clés qui sont communs aux différentes interventions. Alors, sur ce panel, mais même depuis le début de la matinée, on a parlé de, évidemment, reproductibilité, d'explicabilité, de biais, on a parlé de la question des poids. Alessandra a clairement évoqué cette question en disant, ben, voilà, il faudrait que ce soit public, on devrait pouvoir légiférer dessus. Voilà de quoi animer la suite de la discussion. Et donc, je vous propose de faire circuler la parole pour prendre des questions, des réactions. C'est toujours pareil, il en faut un ou une. Voilà, monsieur là-haut, au fond. Merci. Bien, bonjour Nicolas Eck. Moi, je suis maître de conférence à Sorbonne Université en sciences expérimentales, biologie. Donc, dès la première présentation et à travers les autres suivantes, on a entendu le fait que l'IA était génératrice de découvertes. Mais de ce que j'entendais, c'était découvrir une équation qui décrit un phénomène, une partie d'un modèle, une prédiction, des reconnaissances de patterns. Donc, effectivement, si l'IA reconnaît un pattern qu'on n'avait pas pu observer autrement, on peut parler de découverte. Mais je rebondis sur la question du physicien qui parlait des mesures qu'il fait en métrologie à l'issue de la première présentation. Et est-ce qu'on a un exemple d'intelligence artificielle qui aurait ou qui pourrait générer des données dont là où les scientifiques considéreraient qu'elles ont le statut de données empiriques? Ou est-ce qu'on sera toujours dans des données de type prédictif, modèle, donc
plus des données équivalentes à stimulées ou issues de l'analyse comme reconnaissance, ou est-ce qu'on pourrait arriver à un équivalent de données empiriques en termes de statut? Oui, merci pour la question. Je dirais que pour l'instant, nous en sommes plutôt à l'état que vous dites, c'est-à-dire d'interpréter des données, d'assister les chercheurs dans l'analyse de données, dans la modélisation. Cependant, on commence à voir l'utilisation d'IA générative, par exemple, alors un exemple qui n'est pas tellement tiré de la physique, mais plutôt de l'ingénierie, pour faire de l'optimisation de formes. Donc, on peut imaginer d'entraîner avec des formes aérodynamiquement valables une IA et ensuite lui dire bah, maintenant, un peu comme on dit de générer un dessin ou de la musique ou du son, de générer une nouvelle forme aérodynamique. Et il est bien possible que ces formes aérodynamiques soient tout à fait inattendues par rapport aux pratiques de l'aérodynamicien classique. Alors à ce moment-là, l'aérodynamicien peut se poser la question, est-ce que voilà, l'IA est en train d'halluciner ou est-ce que finalement il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là? Et il s'avère que des fois, ce n'est pas des idées totalement bêtes. Alors, il y a eu déjà des exemples sur des cas relativement simples, mais au niveau du contrôle des écoulements. Par exemple, des IA qui ont proposé des stratégies de contrôle qui étaient pas du tout celles que les gens développaient depuis 20 ou 30 ans. Et les gens se sont dit, bah, oulala, c'est quoi ça? Et donc, ils ont commencé à analyser un peu d'un point de vue de la mécanique des fluides, ce qui était proposé comme stratégie des contrôles. Et ils se sont dit, ah bah, effectivement, c'est une stratégie de contrôle à laquelle on n'avait pas pensé, qui est un peu difficile à mettre en œuvre d'un point de vue matériel, mais sur laquelle il faudrait peut-être insister parce qu'il y a quelque chose à faire. Donc, je pense que dans le futur, on verra de plus en plus sortir des exemples de ce type-là. Mais pour l'instant, nous en sommes vraiment au tout début, moi, je dirais. Merci beaucoup et merci pour l'ensemble de ces exposés. Donc, moi, c'est Nicolas Fresnagès, Université de Lorraine. J'aurais une question sur la tension que vous avez mentionnée entre l'utilisation, la généralisation des modèles par l'IA avec des coûts de CPU beaucoup plus faibles et la continuité finalement des études classiques théoriques. Et ma question, c'est relativement plutôt la science météorologique que vous avez mentionnée. Donc, si j'ai bien compris, on entraîne les modèles sur l'ensemble des données météorologiques, climatiques depuis les années 50. Or, s'est passé des choses depuis les années 50. C'est pas resté complètement standard et donc on a une augmentation de la température globale. Voilà. Et ma question, c'est est-ce que ça s'est pris en compte par ces modèles générés? Est-ce qu'ils les prennent en compte et comment? Alors, donc en fait, ce qui va se passer, c'est que les grands modèles vont continuer d'être d'actualité, déjà pour faire des études à des échelles plus petites, parce que la résolvabilité des modèles d'IA, pour l'instant, c'est de l'ordre de 25 km, donc c'est pas très fin. Mais surtout, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura régulièrement des réanalyses, c'est-à-dire qu'on va faire tourner de temps en temps ces modèles historiques et on va remettre à jour l'IA avec les nouvelles données fournies par les modèles. Et donc, les modèles vont pouvoir voilà, il y a plusieurs stratégies. Ça peut être de l'apprentissage par renforcement, par exemple, c'est pour se corriger constamment à partir de nouvelles données haute fidélité qui auraient été réélaborées depuis ou de nouvelles mesures. Et l'avantage de ces modèles très rapides, c'est que, par exemple, en météorologie, on a besoin non seulement de donner une prédiction, mais de quantifier des probabilités que l'événement se produise, voire pouvoir prévoir des événements extrêmes. Donc, ça revient à devoir prédire des distributions de probabilités. Et l'avantage de ces modèles extrêmement légers en termes d'exécution, de temps d'exécution, c'est qu'on va pouvoir, par exemple, les échantillonner en mettant plein de scénarios possibles et de dire, voilà, si je donne une certaine distribution de probabilité à tel scénario, il y a telle probabilité que tel événement se produise. Donc ça, c'est une avancée par rapport aux grands modèles très lourds sur lesquels on peut moins facilement avoir cette quantification des incertitudes. Chantal de Fouquet, École des mines de Paris, PSL. Il a été question de l'importance des poids, mais sauf erreur de ma part, pour un même ensemble de données, les poids qui vont être attribués dépendent du problème posé. Alors, si on change très légèrement l'objectif de l'étude,
ces poids ne risquent-ils pas finalement de conduire à des erreurs si on les garde? Il vient juste d'être question d'échantillonnage parmi des sorties de modèles. Mon expérience, c'était que si je changeais le problème posé, un échantillonnage valable pour un problème ne le restait plus pour l'autre. Oui, vous avez tout à fait raison. Et en fait, si vous changez même les données d'entraînement de vos machines, ce que vous avez en termes de poids associés sont des poids différents. Le point, c'est de converger dans ce sens, c'est-à-dire que quand on parle d'entraînement, ces machines, de toute manière, marchent le mieux possible. Et donc, ça, si vous voulez, je pense au fait que ces poids, étant donné des quantités de données pour les entraîner, deviennent tellement grands qu'on converge à des poids qui sont cohérents. OK? On l'a vu déjà, OK, tout ça. Donc, c'est vraiment important de réfléchir au type de données qui ont dans nos machines. Après, c'est vrai que si vous utilisez une machine de toute manière pour une question et puis vous voulez en répondre une autre, ben, ça dépend si la machine peut déjà le faire. Okay. Dès que vous changez votre architecture, même en termes de fine-tuning, si ça vous dit quelque chose, ou des modifications même mineures, vous pouvez avoir des effets, bien évidemment, mais on vit avec ces effets. Après, votre question est toujours de tester et d'envisager comme chercheur, si vous voulez, une manière pour suffisamment lointaine, en plus, de la machine et de sa réponse, pour essayer de valider ou pas ce que la machine est en train de réaliser et de vous donner comme réponse. Donc, je ne pense pas que ce soit de l'art, mais presque, si vous voulez. Ça dépend de votre imagination sur les questions que vous pouvez poser pour que ces validations aient un certain effet. Je pense qu'au-delà de ça, par contre, cette histoire des poids est très, très importante parce que c'est à travers ça qu'on a l'espoir de comprendre mieux ce que la machine est en train de faire. Même si vous fixez une seule question. Bonjour, je suis Catherine Bourgain de l'INSERM. Alors moi, je me suis arrêtée sur un des termes qu'a utilisé Alexandre, je crois. Vous parliez de risque d'assèchement. Alors c'était dans le cadre des appels à projets auxquels on peut répondre. Mais de façon plus générale, je me suis demandé si dans les différentes disciplines dans lesquelles vous êtes, il n'y a pas aussi un peu un risque d'ennui au quotidien quand il faut travailler avec les IA, les corriger, chercher les biais, faire attention à toutes ces choses qui ont peut-être un petit peu moins d'intérêt du point de vue du chercheur. Et je pense en particulier aux plus jeunes. Hein. Comment on fait pour maintenir l'intérêt pour ces disciplines et tout l'art, enfin, tout l'intérêt qu'on a eu dans l'artisanat, qu'on a encore de ces professions. Est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose qui est attaqué un peu par la place croissante que prennent ces nouvelles fonctions qu'on a en tant que chercheur autour des IA? Oui, je peux répondre de mon côté en ce qui concerne les jeunes. Je pense que, bon, là, ici, c'est plus question de recherche que d'enseignement, mais c'est vrai qu'il me semble assez important de leur transmettre un sens du potentiel, mais d'un usage réfléchi. C'est ce que j'essaie de faire, par exemple, dans mes cours, sachant que de toute façon, ils vont l'utiliser. Mais donc, du coup, essayons de les responsabiliser, de leur faire comprendre que s'ils nous envoient un devoir et qu'ils n'ont même pas relu, on va s'en apercevoir. Voilà. Et comment dire, leur donner un peu des repères sur quelle est l'utilité, comment on peut les utiliser profitablement et d'une manière un peu intelligente, un peu utile. Et je pense qu'il y a bon, il y a sans doute beaucoup d'expérimentation en cours au niveau des cours que nous donnons, mais aussi de la pratique avec
les jeunes chercheurs doctorants, par exemple, et postdocs, pour essayer de les orienter un peu dans ce sens. Beaucoup reste à faire, ça c'est sûr, et y compris parce que pour beaucoup de nos collègues, c'est absolument la bête noire, mais pas plus que Wikipédia était la bête noire de tous les enseignants il y a 10 ans. C'est un peu la même, on peut reconnaître, c'est un peu la même dynamique et la réaction pour moi va devoir être un peu la même. C'est amusant parce qu'on parlait de ça exactement avec Paola tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, donc je voulais dire que déjà pour l'instant on ne voit pas trop l'ennui. Au contraire, les gens ont trouvé un nouveau joujou et ils sont tous excités là, à dire qu'est-ce que ça peut faire pour moi. Donc peut-être que ça va se calmer, mais disons que pour l'instant on est plutôt dans la phase de l'excitation. Et effectivement, du point de vue de l'enseignement, je pense qu'il y a un énorme potentiel, notamment pour mettre en place de l'enseignement de type classe inversée, dans lequel les étudiants deviendraient les professeurs de l'IA. Et ça peut être extrêmement stimulant si c'est fait de manière bien guidée et bien cadrée. C'est-à-dire que on pourrait imaginer, essayer de demander à l'IA, poser des questions, mettez-lui une colle et puis corriger la colle de l'IA et puis dites pourquoi elle a faux ou elle a juste, etc. Essayez d'argumenter. Donc ça peut être très stimulant pour les étudiants. Et du point de vue de l'utilisation en recherche, il faut avouer que des fois, on utilise l'IA pour faire, quand on est en train de rentrer le projet et qu'il faut 2500 caractères et que zut, moi j'en ai 2900, on est bien content qu'éventuellement ChatGPT, pourvu qu'il ne nous change pas complètement ce qu'on a mis en mettant des références qui n'existent pas ou des références mal citées, des fois on est bien content d'avoir ça, ou bien qu'il nous aide à remplir les KPI du projet européen, parce qu'on ne sait pas trop. Voilà, c'est ce genre d'utilisation un peu. Mais on pourrait se poser la question, à ce moment-là, est-ce que ça a vraiment du sens de demander ce genre de choses quand on dépose un projet de recherche? Parce que si les chercheurs sont bien contents de se délester de ça sur une IA, c'est que c'est des critères de contrôle qualité que peut-être il faudrait revoir et relaxer. Voilà. C'est mon opinion, hein. Je crois qu'on va dans un monde où il n'y aura plus aucun article, plus aucun texte qui sera écrit purement de manière humaine. L'IA est pervasive. Maintenant, elle est sur les téléphones. Elle écrit la moitié de ce que vous rédigez. Et effectivement, ça va nous inviter sans doute à une distinction qui sera en termes d'originalité, de saut hors des boîtes. Parce que, comme vous le disiez, si c'est pour remplacer la rhétorique européenne projet par la rhétorique européenne IA projet, le gain n'est pas normal. En tout cas, pour revenir à cette question d'intégrité, il faut vraiment se placer dans un monde où il n'y aura plus de pureté d'un texte. Enfin, je veux dire, de même qu'on on peut pas signer, on ne peut pas estampiller sans IA. On peut à la rigueur cocher une case disant ça n'a pas été rédigé sans IA, mais comme personne ne pourra prouver qu'on a utilisé l'IA, c'est absolument absurde. On est dans des formes d'hybridation de plus avancées de toutes nos capacités de recherche et de rhétorique. Et c'est avec ça qu'il faut penser. Désormais, c'est vraiment cette intégration complète, en fait, cette co-agentivité, cette co-création qu'il faut vraiment prendre en charge. J'avais une question, Christian Andrès, biochimiste à l'Université de Tours. C'est un peu une extension à ce que vous êtes en train de dire. Est-ce qu'il y a des modèles théoriques ou mathématiques ou informatiques qui permettent de prendre en compte le fait que progressivement, notre corpus de données brutes va être de plus en plus généré par l'IA? Et est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas y avoir une espèce d'endogamie auto-explosive? Parce que j'ai vu un article sur les images, c'est assez catastrophique ce que ça donne en images. Il y a des dérives, effectivement, comme quand les IA apprennent avec des données synthétiques, il y a des dérives possibles. Et puis, il y a des dérives parce que, une IA, il y a une phase d'entraînement et il y a une phase d'apprentissage par renforcement. Or, ce qu'a montré DeepSeek, c'est qu'on peut faire de l'apprentissage par renforcement sans humain. Mais c'est une IA qui va permettre à une IA en fait, de se renforcer, donc d'être capable de répondre à des objectifs. Donc, il y a effectivement des questions très, très intéressantes. Hein. Est-ce que c'est un aplatissement? Est-ce que c'est des dérives vers des biais? Et sur les images, effectivement, c'est des IA qui vont vers des silos. Mais je ne sais pas, vous avez peut-être des vues sur ce qui se passe lorsque des IA apprennent à prédire des données avec des données synthétiques.
Oui, effectivement, il y a un risque, tout à fait un risque d'endogamie, c'est-à-dire que les données synthétiques sont aussi bonnes que le modèle qui les a générées. Et donc, il faut prendre en compte cette incertitude de modèle. Donc, là, je faisais l'exemple des modèles de météo. Malgré tout, on aura toujours besoin de données haute fidélité qui viennent régulièrement réentraîner. Par contre, disons que là, pour l'instant, ce qu'a fait DeepSeek, c'est simplement pomper la connaissance d'une autre IA qui était ChatGPT, en l'utilisant pour générer plein de données synthétiques et pour se auto-entraîner, puisqu'ils n'avaient pas accès aux bases de données qui ont été utilisées pour entraîner ChatGPT et qui ont été quelque part récupérées sur le web via Wikipédia, via tout ce qui est Dropbox, Overleaf, tous les systèmes de partage des données. Donc pour moi, effectivement, un risque d'épuisement existe. Après, je ne suis pas vraiment au courant de outils pour mesurer cette dérive de l'IA, pas que je sache. Je vous propose qu'on s'arrête là et d'applaudir à nouveau nos 4 intervenants.